Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur la qualité de vie et les conditions de travail dans les établissements et services d'aide par le travail, les enjeux et les leviers d'action. Alors, on va commencer dans 5 minutes pour laisser à tout le monde le temps d'arriver. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer à vous présenter dans le chat en indiquant votre nom, votre structure, votre département. Et puis, voilà, on va laisser à tout le monde le temps d'arriver. Euh, on va aussi faire un petit sondage pour essayer de savoir si vous êtes dans une démarche d'amélioration des conditions de travail dans votre structure. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent progressivement. Voilà, on laisse 5 minutes à tout le monde pour le temps que tout le monde arrive. Et puis on va commencer très prochainement, dans 1 ou 2 minutes. Julien, mon collègue des Deux-Sèvres, est-ce que tu peux lancer le sondage, si ça fonctionne, s'il te plaît? Donc, c'est un petit sondage pour savoir si vous êtes dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail dans votre établissement.
Bon, on va commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la qualité de vie et les conditions de travail dans les établissements et services d'aide par le travail, les ESAT. On va parler des enjeux et des leviers d'action. Alors, le point de départ de ce webinaire, ça a été finalement la rencontre avec le sociologue et chercheur Hugo Dupont, qui est chercheur au laboratoire Gresco de l'Université de Poitiers, avec lequel on avait fait une vidéo d'interview que vous pouvez trouver sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Une vidéo sur les idées reçues sur le handicap en général. Et dans cette vidéo, dans la quatrième partie, il parle un petit peu des établissements spécialisés et des ESAT. Et Hugo Dupont expliquait notamment que jusqu'à récemment, on faisait carrière dans les établissements spécialisés de l'enfance jusqu'à la retraite. Et aujourd'hui, les ESAT, visiblement, tendraient plutôt à être un tremplin vers le milieu ordinaire. Il expliquait aussi par ailleurs que dans ces établissements, les travailleurs handicapés ne sont pas considérés comme des travailleurs ordinaires parce qu'ils n'ont pas de salaire, mais plutôt une indemnité qui s'ajoute à d'autres aides. Et donc, on avait envie d'en savoir plus sur les conditions de travail dans ces établissements. Et on a poursuivi cette réflexion avec Armand Joly de l'ARACT, donc de l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui va intervenir juste après. On s'est à présent, après, intéressé plus particulièrement aux freins, aux leviers, aux mécanismes qui peuvent permettre ou au contraire qui peuvent plutôt compliquer l'amélioration ou le déploiement d'une démarche d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail dans les ESAT. Et au cours de notre réflexion, dans nos recherches, on a vraiment à plusieurs reprises vu des rapports du CREAI, des productions du CREAI sur diverses thématiques, toujours en lien avec le handicap. Donc les CREAI, ce sont les centres régionaux d'études, d'action, d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. Et on a en particulier un rapport qui nous a intéressés, qui est sur le déploiement du plan de transformation des ESAT en Nouvelle-Aquitaine, dont Sarah Dujoncois est co-rédactrice. Et donc, elle vient aujourd'hui, et je la remercie d'ailleurs, présenter ce rapport. Donc, ensemble, on va essayer de voir concrètement comment est-ce qu'on peut passer de la volonté d'améliorer les conditions de travail à concrètement comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'on développe des projets qui ont une incidence réelle sur la qualité de vie et les conditions de travail des personnes handicapées elles-mêmes, mais aussi des salariés permanents et encadrants. Juste pour qu'on soit à peu près tous d'accord et tous au clair sur ce que veut dire qualité de vie au travail, je vais reprendre la définition qui figure dans le guide méthodologique de la Haute Autorité de Santé de 2017, qui dit que quand on s'intéresse à la qualité de vie au travail, on s'intéresse aux actions qui permettent de concilier amélioration des conditions de travail pour les salariés et performance globale des établissements de santé médico-sociaux et sociaux. Alors, je vous présente le plan de ma présentation, enfin du webinaire. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, on va essayer de commencer par une introduction, hein. Je vais rapidement vous rappeler le fonctionnement pratico-pratique d'un webinaire. Je vais ensuite présenter rapidement l'association Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et Armand Joly présentera l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Ensuite, Sarah Dujoncois du CREAI prendra la parole pendant une vingtaine de minutes pour présenter ce rapport. Et enfin, l'ARACT et Promotion Santé présenteront ce qu'elles peuvent vous proposer en termes d'accompagnement pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail en ESAT, mais aussi pour améliorer la santé globale des travailleurs de ces structures. Donc, avant de commencer, quelques rappels techniques pour ce webinaire. Donc, vos caméras et vos micros sont désactivés. Le webinaire, il est enregistré, ce qui permettra un éventuel replay sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Pour interagir avec nous, vous avez l'onglet chat et aussi l'onglet questions-réponses. Vous pouvez l'utiliser pour vous présenter, hein, indiquer votre nom, votre fonction, votre structure, votre département. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour nous poser des questions, indiquer vos remarques tout au long du webinaire. Mes collègues qui sont en coulisses collectent vos questions et puis moi, je me ferai porte-parole pour les poser aux intervenants. À la fin du webinaire, il y a un petit sondage pour que vous puissiez indiquer vos ressentis par rapport à ce webinaire.
Alors, pour commencer, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Estelle Orange, je suis co-responsable du pôle ressources de promotion santé Nouvelle-Aquitaine et je suis doctorante en sociologie à l'Université de Poitiers. Moi, je travaille dans l'antenne du 86, donc à Poitiers. Ce webinaire, il a été préparé collectivement avec mes collègues que je tiens à remercier, Nina Meurice, Marie-Hélène Larieux, Laura Roland et Julien Trameau. Ce webinaire, il est aussi financé par l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement la structure dans laquelle je travaille, donc Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, qui est une association qui accompagne le déploiement des projets en promotion de la santé dans tous les départements de la région. Donc, on a 12 antennes et 12 centres de ressources. L'objet de notre association, c'est de participer à la réduction des inégalités sociales de santé en diffusant des ressources, mais aussi en accompagnant les professionnels qui font des actions auprès du public. Donc nous, on est dans une logique de transfert de connaissances, de capitalisation des savoirs. Donc on diffuse et on produit des ressources au service de nos usagers. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aussi aujourd'hui avec ce webinaire. Alors pour faire ça, on assure une veille sur ce qui se fait de mieux, sur ce qui se fait de plus récent en termes d'action en promotion de la santé. On publie des collections thématiques, des dossiers ressources, des travaux de synthèse. Et ces travaux-là, ils intègrent un ensemble de ressources qui sont validées et qui sont ajustées, qui sont appropriées, adaptées à vos interventions. Donc, dans nos ressources, vous pouvez trouver diverses choses, hein, notamment des articles scientifiques, des résultats de la recherche qu'on essaie de vulgariser. Vous trouverez aussi des données issues de l'expérience des professionnels, des capitalisations d'expérience. Il y a aussi des bilans, des évaluations d'action, des directives ministérielles, etc. En fait, tout cet ensemble de données, on appelle ça des données probantes. Et voilà, donc vous les retrouvez dans nos ressources, mais aussi dans nos formations, parce qu'on est un organisme de formation et qui est certifié Calliope. Alors nos formations, elles portent essentiellement ou principalement sur nos activités majeures, qui sont l'accompagnement des projets et puis les actions en éducation pour la santé. Mais il y a aussi des formations qui sont thématiques, et donc elles peuvent porter sur la bientraitance, les compétences psychosociales, l'hygiène, etc. On anime aussi des temps d'échange des pratiques, qui sont vraiment des espaces où les professionnels peuvent interagir, s'entraider et discuter et partager sur leurs expériences. Ensuite, on est aussi un organisme qui accompagne les projets et les porteurs de projets, donc du début jusqu'à la fin d'un projet, donc de l'établissement, du diagnostic jusqu'à l'évaluation. Donc, on peut vous aider à formuler des objectifs, à formuler des indicateurs pour l'évaluation, etc. Mais ça, c'est mon collègue Julien Trameau qui vous en parlera un petit peu plus à la fin du webinaire. Et enfin, nous-mêmes, on déploie des projets, des programmes qui sont des programmes d'action qui sont basés sur des principes d'efficacité en promotion de la santé, donc des données probantes. Et là, on est plus sur des thématiques comme les compétences psychosociales, la vie affective, relationnelle et sexuelle, la santé environnementale et bien d'autres thématiques. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Je vais donner la parole à présent à Armand Joly pour qu'il puisse vous présenter l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Bonjour à tous. Effectivement, donc je suis un chargé de mission de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Je vais faire une petite présentation de l'ANACT et des ARACT. Et puis montrer la complémentarité avec Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, ce qui nous a conduit à collaborer pour animer ce webinaire. Donc l'ANACT est un établissement public basé à Lyon qui est complété par des antennes en région qui sont les agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail. Et moi je fais partie de celle de Nouvelle-Aquitaine et en étant basé à Poitiers. C'est un établissement public avec un conseil d'administration tripartite avec des représentants des organisations patronales et syndicales et puis des représentants des ministères et avec une déclinaison en région avec
les comités paritaires régionaux qui nous permettent un lien avec les représentants des organisations patronales et syndicales dans chaque région. C'est un établissement financé par les sous-tutelles du ministère du Travail, donc avec un financement important du ministère du Travail, des régions et un certain nombre de prestations en complément. Au total, c'est un peu plus de 270 agents et 21 en Nouvelle-Aquitaine. Des missions qui sont définies dans le Code du travail de réalisation, de conduite d'action autour des questions d'organisation du travail et de relations professionnelles pour contribuer à leur amélioration. Donc on voit bien que c'est complémentaire à ce que propose Promotion Santé sur la dimension santé et une autre des missions, c'est aussi de contribuer à la mise en place de méthodologies, d'outils qui, dans ces actions autour de l'amélioration des conditions de travail, contribuent à faciliter l'expression des salariés et de l'ensemble des actifs sur leurs conditions de réalisation du travail pour contribuer à leur amélioration, en particulier dans des phases de changement ou d'évolution, ce qui est aussi le cas pour les ESAT avec le plan de transformation dont Estelle a parlé et dont Sarah reparlera tout à l'heure. Du coup, ça nous amène à un certain nombre d'actions pour ça, des expérimentations dans des organisations, quel que soit le secteur d'activité. Donc, on n'intervient pas uniquement dans le secteur médico-social, mais plus largement dans l'ensemble des activités. Des interventions à caractère expérimental qui ont pour mission de nous aider à concevoir et développer des méthodes et des outils. On en reparlera durant le webinaire et du coup, les actes du Creuset témoignera de leur utilisation. Une autre modalité d'action, c'est la diffusion, la valorisation des démarches et des outils qu'on encourage et le webinaire d'aujourd'hui en fait partie. Et puis la contribution à l'animation de formation pour diffuser ces outils et ces méthodes qui pourra être une réponse pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin ensuite. Estelle a évoqué le guide de la Haute Autorité de Santé de 2017. Lui-même, il s'appuie sur un accord national interprofessionnel qui a permis d'inscrire dans le paysage du dialogue social français la question de la qualité de vie et des conditions de travail en 2013, et donc qui évoquait effectivement le regroupement des actions favorables à l'amélioration des conditions de travail et à la performance globale des entreprises. Alors, pour le coup, pour les ESAT, c'est performance des productions ou des services rendus, mais aussi performance dans l'accompagnement fait auprès du public accueilli. C'est ces deux dimensions-là qui sont des enjeux à travailler en matière de qualité de vie et des conditions de travail pour les ESAT. Sa définition, sa conduite, son évaluation sont à construire avec les acteurs du dialogue social. En tout cas, c'était les encouragements et les repères donnés par l'accord national interprofessionnel. Et donc, effectivement, ça va conduire à des échanges et des modalités de diffusion différentes en fonction des organisations, en fonction des modalités de discussion entre les acteurs du dialogue social et des collaborations possibles. Autre élément que cet accord national encourageait ou posé comme définition, c'est que quand on parle de qualité de vie au travail en 2013 ou de qualité de vie et des conditions de travail aujourd'hui, depuis la révision de cet accord en 2020, on parle bien du travail, de la manière dont il est réalisé, des conditions dans lesquelles il est effectué et des possibilités de bien faire son travail. Et c'est ça qui doit être le cœur des démarches de qualité de vie au travail et pas les à côté du travail comme on peut le rencontrer quelquefois. Et du coup, c'est trois dimensions sur lesquelles il faut agir et qui contribuent à la perception que chacun peut avoir de sa qualité de vie au travail, les questions de conditions d'emploi et de travail, les questions de contenu du travail,
et la possibilité de s'exprimer sur la manière de faire son travail, sur la possibilité de faire évoluer son travail et d'agir dessus. Et c'est ces trois dimensions qui contribuent à ce que chacun ait une perception de sa qualité de vie au travail qui va, qui va potentiellement être différente, évidemment. Donc, c'est sur ces trois dimensions qu'il y a des enjeux à agir en matière de qualité de vie et des conditions de travail. Après, la déclinaison et l'opérationnalisation, elles vont être différentes en fonction des organisations. Et puis du coup, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a pour mission d'accompagner, de conduire des démarches et d'expérimenter dans les organisations, ce qui nous a conduit à poser sur cette dimension de la qualité, enfin sur ce sujet de la qualité de vie et des conditions de travail, trois dimensions, une dimension en ambition, hein, un enjeu d'articulation des questions de santé et de performance, de développer la capacité d'agir sur son travail et de construire une organisation qui soit à la fois favorable aux salariés ou au personnel et à la performance de son organisation qui donne à chacun une place pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir agir sur son travail. Ça nous a conduit à poser des principes et des méthodes qui sont aujourd'hui inscrits dans un référentiel de la qualité de vie et des conditions de travail stabilisé en 2023 par l'ANACT, dans lequel on retrouve la question du pilotage par les acteurs du dialogue social, mais aussi la participation des salariés, la place prépondérante de la discussion sur le travail et sur ce qui est favorable pour bien faire son travail et puis ce qui est à améliorer, de l'expérimentation pour se projeter sur de nouvelles manières de faire pour pouvoir mieux faire son travail et de l'évaluation pour savoir ce qu'on a testé comme nouvelles modalités d'organisation ou de fonctionnement sont effectivement favorables à la qualité des conditions de travail ou s'il faut à nouveau faire évoluer les choses. Donc c'est ces principes et ces méthodes qui vont ensuite se décliner de manière différente en fonction des organisations. Et puis ça a conduit aussi à stabiliser les sujets sur lesquels ça amène à travailler, et six grandes familles de sujets. Les questions d'organisation et de contenu du travail, les questions de santé et au travail et de prévention, les questions de compétences et de parcours professionnel, les questions d'organisation du dialogue social, mais aussi dialogue sur le travail dans les organisations, les questions d'égalité au travail et puis les questions de projet d'entreprise et de pratiques managériales. Et c'est l'ensemble de ces sujets-là qui peut être traité dans une démarche de qualité de vie au travail, sachant que l'enjeu, ça va être plutôt être de définir des sujets prioritaires parmi tout cela sur lesquels agir et sur lesquels on va mettre en place, tester et mettre en place de nouvelles modalités de fonctionnement par la suite. J'évoquerai les outils plus tard et du coup je te repasse la parole Estelle pour la suite du programme. Alors, je vais juste présenter Sarah Dujoncois rapidement. Hop, voilà. Donc, je reprends la parole pour introduire la présentation de Sarah Dujoncois du CREAI. Donc, quand on a préparé ce webinaire, il y avait plusieurs questions qu'on avait à l'issue des lectures qu'on avait pu avoir et puis des échanges qu'on avait entre nos deux structures. Mais il y a eu deux questions un petit peu qui nous ont, voilà, euh, comme deux lignes directrices. Comment améliorer les conditions de travail des salariés permanents participe à améliorer les conditions de travail de tous les salariés d'un établissement. Et puis la deuxième question, c'était comment est-ce qu'on met en œuvre concrètement une démarche de qualité de vie et des conditions de travail en ESAT dans un contexte qui est quand même particulier, qui est spécifique, un contexte spécifique de productivité, d'accompagnement, mais aussi de droit du travail. Et pour éclairer ces questions, donc on a la chance aujourd'hui d'écouter et d'accueillir Sarah Dujoncois, qui est sociologue de formation,
et qui est conseillère technique chargée d'études et de formation au CREAI Nouvelle-Aquitaine. Et elle vient présenter donc ce rapport très riche qui s'intitule Plan de transformation des ESAT et parcours professionnel des personnes en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un rapport que vous trouverez facilement sur le site internet du CREAI Nouvelle-Aquitaine et que vous retrouverez aussi sur le dossier ressources qui est associé à ce webinaire sur notre site internet. Donc voilà, Sarah, je vais te laisser la parole pour présenter ton rapport. Je te remercie. Merci beaucoup, Estelle. Je partage l'écran. Est-ce que vous voyez le diaporama? Je vais le mettre. Oui, Est-ce que c'est bon? oui, oui. C'est bon, ok. Donc, effectivement, donc, je suis Sarah Dujoncois, conseillère technique au CREAI Nouvelle-Aquitaine. Donc, je remercie voilà, Promotion Santé de m'avoir conviée sur ce webinaire. Donc, effectivement, je vais aborder la question de la QVCT en ESAT. Alors, ce que j'ai appelé à partir de regards croisés du terrain, puisque au niveau voilà, du CREAI Nouvelle-Aquitaine, comme tous les CREAI, nous avons différentes missions. Voilà, des missions d'études, d'observation, des actions de formation. Nous intervenons beaucoup dans les établissements et services médico-sociaux, voilà, sur la formation auprès des salariés, des personnes concernées. Et on a aussi toute une mission de conseil technique. Donc, c'est vrai que toutes ces missions nous permettent d'observer des réalités très concrètes de terrain, des pratiques, mais aussi soulèvent un certain nombre de questionnements, voilà, comme c'est le cas sur voilà, justement l'organisation et les conditions de travail en ESAT. Donc, en fait, voilà, c'est à partir de toutes ces expériences et en particulier voilà, de l'étude sur plan de transformation des ESAT que nous avons menée en 2023-2024, voilà, que je vous propose d'aborder cette question de la QVCT. Donc, l'étude sur le plan de transformation des ESAT et des parcours professionnels de personnes en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est une étude qu'on a menée à la demande de l'ARS. Donc, cette étude, voilà, elle n'est pas pour objectif premier de traiter spécifiquement de la question de la QVCT. Je vais vous présenter après donc, les objectifs. Mais pour autant, finalement, les questions de la QVCT, sur la question de QVCT, les conditions de travail, est apparue en fait finalement de manière transversale tout au long de cette étude. Et ce qui est intéressant, tant du point de vue des personnes qui sont accompagnées dans les ESAT que du point de vue des travailleurs eux-mêmes. Juste un petit peu sur, on a dit quelques mots en introduction, mais sur le contexte un petit peu de cette étude. Il y a eu un rapport en 2019, un rapport de l'IGAS et de l'IGF sur les ESAT et sur la nécessité, en fait, voilà, qui a conclu à la nécessité de porter un certain nombre d'évolutions pour le secteur du travail protégé, donc en l'occurrence les ESAT, et en affirmant le droit des personnes en situation de handicap à un parcours professionnel et leur capacité à évoluer en milieu ordinaire. Donc, je reviendrai là-dessus. Suite à ce rapport, il y a eu une grande concertation qui a été mise en place avec les différentes parties prenantes et qui a abouti au plan de transformation des ESAT, donc qui a fait l'objet d'une circulaire en mai 2022 et d'un décret d'application en décembre 2022. Ce plan, il comporte 17 engagements, 31 mesures, voilà, qui visent vraiment à intégrer l'ESAT dans une logique de parcours. On est vraiment sur cette dimension de parcours professionnel pour les personnes en situation de handicap. Des parcours voilà, qu'on souhaite sécuriser pour travailler le passage milieu protégé et milieu ordinaire pour les travailleurs dont c'est le projet. Juste pour vous dire, c'est un plan qui comporte 4 axes. Donc, juste, je vais vous les citer. Donc, le premier axe, c'est renforcer les droits et le pouvoir d'agir des travailleurs en ESAT. L'axe 2, c'est de favoriser une dynamique de parcours pour les travailleurs à l'intérieur de l'ESAT et fluidifier et sécuriser les parcours de l'ESAT vers le milieu ordinaire pour les travailleurs dont c'est le projet. Je reviendrai sur cette dimension de projet. L'axe 3, c'est d'accompagner le développement de l'activité des ESAT pour favoriser la montée en compétences et l'employabilité des travailleurs. Et le dernier et quatrième axe, c'est de renforcer l'attractivité des métiers, des professionnels des ESAT et de contribuer à l'émergence de nouveaux métiers liés à l'inclusion professionnelle.
Donc voilà pour les 4 axes. Et donc au travers de ce plan, voilà, c'est vraiment de pouvoir impulser. Alors il y a énormément de choses qui se faisaient dans les ESAT, hein. Et voilà, c'est de pouvoir impulser voilà, une dynamique un petit peu nouvelle. Alors tout en confortant la mission d'accompagnement des personnes voilà, en ESAT à l'intérieur de l'ESAT, hein, différents outils voilà, qui sont proposés, mais aussi de pouvoir justement accompagner les travailleurs des ESAT qui souhaitent aller vers le milieu ordinaire de travail. Donc, concernant voilà, l'objet de l'étude, hein, ce qui nous était demandé donc, par l'ARS, premier gros objectif, c'était d'élaborer un diagnostic partagé régional sur la transformation de l'offre en ESAT et de voir un petit peu justement les adaptations mises en œuvre dans les ESAT pour améliorer le parcours professionnel des personnes et notamment donc, sur l'insertion dans le milieu ordinaire de travail. Alors, c'est une transformation qui incombe, vous allez le voir et vous le savez, aux ESAT, mais pas que, hein, qui concerne bien d'autres acteurs, puisqu'il y a tout le monde effectivement de l'entreprise, le service public de l'emploi, donc Cap Emploi, France Travail, Mission locale, tout le secteur médico-social, le secteur sanitaire, hein. Donc, c'est bien un plan de transformation voilà, qui incombe à tout un certain nombre d'acteurs et pas uniquement aux ESAT. 2 autres objectifs voilà, qui étaient d'offrir une meilleure visibilité de l'activité des ESAT et des flux de trajectoire des travailleurs en situation de handicap. Donc, on a beaucoup voilà, travaillé sur cette dimension des parcours. Et puis, un dernier objectif qui était de pouvoir identifier et comprendre quels étaient aujourd'hui voilà, les freins et les leviers à un parcours professionnel. Alors, choisi, involontairement, on a mis le terme de choisi. On reviendra sur cette question voilà, de tenir compte voilà, de l'autodétermination et du choix et du parcours de chaque travailleur. Rapidement sur la méthodologie de l'étude, donc une étude qui a duré voilà, sur 2023-2024, avec une première phase exploratoire qui nous a permis de rencontrer une dizaine d'acteurs, donc des directeurs des AT, des référents insertion, des représentants donc, du service public de l'emploi, donc les MDPH. On a aussi tout un temps d'échange avec les MDPH, les plateformes emploi accompagnées. Voilà, donc un certain nombre d'acteurs, justement, qui nous a permis un peu de cadrer donc, cette étude. On a eu toute une phase assez conséquente d'analyse de données quantitatives et notamment, on a pu analyser les rapports d'activité des ESAT, donc 2022, alors ça date un petit peu, mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir suivre aujourd'hui au niveau du CREAI un certain nombre d'indicateurs dans le cadre du plan de transformation des ESAT. Un gros volet aussi, une enquête qualitative auprès donc, des équipes des ESAT. On a pu mener donc, des entretiens collectifs sur les 3 ex-régions de la Nouvelle-Aquitaine. Des entretiens individuels auprès des travailleurs eux-mêmes, avec voilà, des parcours différents, et je reviendrai. Et puis, on a souhaité aussi aller à la rencontre des jeunes alors, qui sont en amendement Creton, comme disent les retraités voilà, des IME, en fait, qui, pour certains, attendent une place en ESAT. Donc, on a aussi été les rencontrer. Du coup, je tiens à remercier déjà tous les ESAT qui nous ont ouvert leurs portes et on a pu vraiment, du coup, échanger avec, j'allais dire, toutes les parties prenantes. Donc, je tiens à les remercier. Et puis, en parallèle, on a mené aussi une enquête sur la question du transport et l'hébergement, qui, on va le voir, effectivement, sont aussi des facteurs déterminants en termes de parcours pour les travailleurs des ESAT. Et en termes de restitution, on a pu restituer l'étude à Pessac en fin 2024 dans le cadre d'une journée organisée par l'ARS. Et puis, on a aussi été invité sur des réunions donc, organisées par l'association Handicap, voilà, qui nous a permis de valoriser les travaux de cette étude et puis d'avoir un échange aussi avec des représentants d'Handicap Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais vous présenter voilà, les enjeux relatifs qu'on a pu identifier, voilà, notamment au travers de cette étude sur la qualité de vie et les conditions de travail des salariés et des travailleurs en ESAT. Donc voilà, 7 enjeux qu'on a pu identifier au travers de cette étude. Le premier enjeu concerne l'adaptation des conditions de travail face à l'évolution des besoins des publics accompagnés. Effectivement, je reviendrai après pour détailler quels sont aujourd'hui ces publics. Donc, premier enjeu qui interroge les organisations, les rythmes, les exigences physiques et psychiques du travail pour les personnes accompagnées, donc comme pour les professionnels qui les accompagnent. Un deuxième enjeu, je vais revenir après de manière détaillée sur ces enjeux. Un deuxième enjeu donc, qui porte sur l'accompagnement des travailleurs vieillissants,
qui a été aussi un questionnement tout au long de cette étude, puisque effectivement, sur le terrain, voilà, cette question renvoie concrètement à la question de l'usure professionnelle, à la question d'adaptation des postes pour ces personnes, mais aussi la manière, justement, dans ces collectifs de travail, comment on pense l'accompagnement de ces travailleurs vieillissants. Un troisième enjeu autour de la reconnaissance, la valorisation et la participation active des travailleurs, voilà, qui est vraiment un levier central aujourd'hui et qui est pour moi, voilà, est vraiment au cœur de cette question de la QVCT, puisqu'elle touche voilà, au sens du travail, à la place donnée aux personnes et à leur pouvoir d'agir. Un quatrième enjeu autour du développement de la coopération, des partenariats et de l'environnement élargi de travail, qui renvoie aussi à cette question aujourd'hui de l'ouverture des ESAT. Je disais l'ouverture effectivement voilà, sur le monde de l'entreprise notamment, les liens avec le milieu ordinaire de travail. Un cinquième enjeu autour de l'organisation du travail et l'évolution des pratiques professionnelles qui traversent l'ensemble de ces enjeux, puisque les transformations en cours, et notamment dans le cadre de ce plan de transformation, amènent les professionnels à devoir ajuster leurs pratiques, parfois dans des contextes de tension, des contraintes accrues. Un sixième enjeu autour de ce qu'on a appelé un peu la recherche d'équilibre, Estelle, tu le disais tout à l'heure, entre voilà, l'exigence de production dans les ESAT et cette mission voilà, médico-sociale, donc un peu cette tension qui apparaît aussi comme un enjeu transversal majeur. Et puis, effectivement, je disais, s'ajoute à cela des facteurs alors plus périphériques en apparence, comme le transport et l'hébergement qu'on a pu interroger dans le cadre de cette étude, mais qui se révèlent être des facteurs déterminants pour les parcours en ESAT et qui ont un impact réel sur cette question de la qualité de vie au travail. Donc, je vais reprendre les différents enjeux. Donc, le premier enjeu autour de la question de l'adaptation des conditions de travail pour répondre à l'évolution des besoins des publics accompagnés. Les professionnels des ESAT accompagnent une population diversifiée, des personnes avec différents types de déficiences, donc des troubles d'origine psychique, déficiences intellectuelles, TSA, troubles du comportement, des personnes avec des difficultés d'ordre social, relationnel. On a aussi des parcours très différents, des jeunes qui vont pu être scolarisés en milieu ordinaire, qui vont intégrer un ESAT, des personnes qui ont toujours eu un parcours en établissement et des personnes qui arrivent aussi du milieu ordinaire de travail. Donc, qui amènent effectivement les ESAT à devoir aussi adapter leur accompagnement pour répondre aux besoins de ces publics. Et donc là, je voulais faire un peu un focus sur le public aujourd'hui qui est accueilli, que sont les personnes qui présentent des troubles d'origine psychique et psychiatrique, même si ce public qui n'est pas nouveau dans les ESAT, en tout cas, il est en augmentation. Et c'est un public qui présente un niveau de qualification plus élevé par rapport à d'autres travailleurs d'ESAT, mais qui, du fait de ces troubles, en fait, on perçoit une variabilité dans les capacités de travail, avec des périodes de présence, des périodes d'indisponibilité. On constate aussi un absentéisme plus élevé, des besoins renforcés d'aménagement du temps de travail. Et puis, pour les équipes, ça demande aussi à accompagner ces personnes personnes qui présentent des situations plus complexes et avec des situations du coup émotionnelles et relationnelles donc qui sont pas toujours faciles. Les salariés pointaient les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, qui peut être lié à un manque de connaissances spécifiques, comment on accompagne ces personnes, et aussi de formation. Même si il y a beaucoup de choses qui se font, faut vraiment valoriser ce qui se fait aujourd'hui, mais il y a encore des besoins. Donc, en termes d'enjeux, QVCT, de pouvoir justement renforcer la formation et la montée en compétences de ces professionnels des ESAT qui accompagnent au quotidien des publics porteurs d'un handicap psychique. Et puis, alors, il existe des choses. Donc, je vous ai mis la démarche défi qualité handicap psychique. En fait, c'est l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui a souhaité impulser justement une démarche qualité dans les ESAT en engageant les établissements qui le souhaitaient à pouvoir engager justement une démarche d'amélioration de la qualité et la technicité des pratiques professionnelles pour pouvoir accompagner du coup ces personnes.
Autre élément important, justement, de développer et structurer les partenariats, notamment avec les acteurs du soin et en particulier la psychiatrie. Donc, faire évoluer aussi les pratiques professionnelles, je disais, pour pouvoir accompagner et répondre au mieux aux besoins de ces travailleurs qui sont diversifiés aujourd'hui, qui ont des parcours antérieurs diversifiés. Voilà. Et puis aussi poursuivre du côté des ESAT la diversification de ces activités pour pouvoir s'adapter aux différents profils. Je disais un deuxième enjeu autour de l'accompagnement des travailleurs vieillissants, puisque la question de la QVCT des travailleurs vieillissants, on voit bien qu'elle ne se limite pas aux conditions de travail stricto sensu, puisqu'elle va reposer sur un certain nombre d'éléments. Voilà, ce sont des travailleurs pour qui venir tous les jours à l'ESAT, pour eux, c'est vraiment l'ESAT est un pivot dans leur vie. Il y a un rôle central du travail en ESAT, puisque à partir de ça va se construire pour eux une identité, une vie sociale des travailleurs. Donc, quid effectivement du passage à la retraite de ces travailleurs, travailleurs qui, souvent aussi en foyer d'hébergement. On se pose aussi la question du logement pour ces travailleurs. Peut-être aussi, pour ces travailleurs proches de la retraite, il peut y avoir une perte de sens du travail. Et puis, à côté des ESAT, effectivement, comment on peut continuer à accompagner ces travailleurs avec des besoins spécifiques, avec certainement aussi, en termes de rentabilité, une rentabilité qui diminue. Donc, c'est aussi des questions qui ont été soulevées dans le cadre de cette étude. Donc, avec des enjeux, bien sûr, autour de renforcer les actions de santé, prévention pour préserver le bien-être physique et psychique de ces travailleurs, adapter le travail et les conditions de travail, justement pour s'adapter aux capacités, aux évolutions liées à l'âge. Un élément important, toujours sécuriser le parcours de ces travailleurs et valoriser la place du travailleur vieillissant dans le collectif de travail en ESAT. Préserver aussi, je disais, ce qui est important, l'inclusion sociale, avant, pendant et après la cessation d'activité professionnelle. Donc, on a pu nous rencontrer, on a bien après le travail, qui permet aujourd'hui d'accompagner ces travailleurs sur qu'est-ce qui va se passer au moment de la retraite, donc anticiper un petit peu tout ça. Et puis, effectivement, favoriser, on le sait, le décloisonnement et la coordination entre les ESAT, l'hébergement, la santé, le médico-social et les acteurs de droit commun. Autre enjeu sur la reconnaissance et la valorisation et participation active des travailleurs. Donc, quand on avait fait l'étude, donc en 2023-2024, on avait pu analyser les indicateurs des ESAT qui sont remontés à l'ARS. Et notamment, il y avait une question sur la formation à l'autodétermination des travailleurs. Donc, à l'époque, il y avait une faible proportion de travailleurs. On voit aujourd'hui, les chiffres sont en augmentation. Donc, la formation occupe une part de plus en plus importante. L'axe, ce qui était ressorti de manière majeure, c'est effectivement la mise en œuvre d'un accompagnement individualisé des travailleurs en situation de handicap, et notamment qui passe par la formalisation d'un PAP, d'un projet d'accompagnement personnalisé, qui est vraiment l'outil central structurant qui va permettre de travailler sur le projet de la personne, donc avec la personne, bien sûr, et les professionnels de l'ESAT. Et puis, existe aussi aujourd'hui au sein des ESAT des ETP, alors qui sont dédiés à l'insertion professionnelle. Alors, ils ont des appellations diversifiées selon les ESAT. En tout cas, ils sont là pour accompagner les personnes dans le cadre de leur parcours et notamment, pour ceux qui le souhaitent, un accompagnement vers le milieu ordinaire de travail. Donc, nous, ce qu'on avait repéré, effectivement, c'est de poursuivre justement ces accompagnements de proximité, ces accompagnements individualisés, notamment au travers du PAP, de développer les compétences des travailleurs des ESAT par l'accès à la formation tout au long du parcours. Élément fort qu'on avait pu identifier dans le cadre de cette étude, c'est l'RAE, donc la reconnaissance des acquis de l'expérience, qui est vraiment effectivement un levier pour la reconnaissance des compétences du travailleur, mais pas que, qui est aussi un élément pour eux de prendre confiance, gagner en autonomie pour ces travailleurs. Et puis je disais donc continuer le déploiement de ces formations sur l'autodétermination. Et puis oui, j'ai rajouté aussi accompagner l'évolution des pratiques et de la culture professionnelle pour laisser les personnes s'émanciper. Effectivement, certains salariés nous disent, mais en fait, nous, c'est aussi compliqué pour nous de les laisser partir, effectivement, notamment vers le milieu ordinaire. On est en milieu protégé, on a aussi tendance à vouloir continuer à protéger, mais effectivement, on est là aussi pour les accompagner dans leur émancipation.
En termes de développement de la coopération, des partenariats et de l'environnement de travail élargi, donc je te disais effectivement, voilà, le plan de transformation, effectivement, incombe aux ESAT, mais pas que, hein, on est bien dans tout un écosystème territorial voilà, qui se construit, donc notamment avec le champ voilà, de l'entreprise. Donc, au moment de cette étude, il y avait encore, voilà, du côté des entreprises, il peut encore avoir des représentations un peu sur les travailleurs des ZAP qui étaient à déconstruire, voilà, sur les travailleurs qui pouvaient fournir un travail moins, voilà, moins qualitatif, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont au travail. En tout cas, on a eu des retours très concrets, des expériences très riches, voilà, de parcours et de construction, j'allais dire, de collaboration entre ESAT, entreprises, qui, à partir d'un premier accompagnement d'un travailleur ESAT au sein de l'entreprise, ont appris, ben voilà, à faire connaissance et puis à pouvoir accueillir un second travailleur, un troisième, et ainsi de suite. Donc voilà, on voit bien que ça se construit au fur et à mesure des parcours. Aujourd'hui, effectivement, le taux de travailleurs en ESAT accédant au milieu ordinaire de travail est encore voilà, donc faible. Voilà, les choses sont en construction. En tout cas, voilà, c'est bien quand on aura un écosystème voilà, territorial qui sera structuré, qu'on pourra effectivement vraiment sécuriser, hein, ce qui est vraiment l'objectif, sécuriser les parcours professionnels. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont là pour favoriser les rencontres ESAT entreprises. Concernant l'enjeu autour de l'organisation du travail et l'évolution des pratiques professionnelles, effectivement, on voit bien que ce plan de transformation des ESAT met en œuvre toute une évolution hein, des missions au sein des ESAT, avec toute cette dimension de renforcement de l'insertion professionnelle, alors quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, effectivement, qui bien sûr qui se faisait, mais en tout cas qui est accentué notamment vers le milieu ordinaire. Donc, il y a différentes possibilités aujourd'hui qui sont données aux travailleurs de pouvoir en tout cas, soit voilà, sensibiliser, se familiariser avec le milieu ordinaire, voire d'intégrer complètement le milieu ordinaire de travail. Et effectivement, donc ça demande pour les salariés d'être en capacité aujourd'hui de pouvoir les accompagner. Donc ça demande effectivement de renforcer les connaissances, les compétences, hein, pouvoir accompagner ces travailleurs. Et puis toujours avec avec cet enjeu d'accompagner, mais tout en faisant effectivement, j'allais dire, tourner les ESAT. Il y a tout ce versant d'activité économique, bien sûr, qui est primordial. Donc, effectivement, en termes d'enjeu, c'est de soutenir toujours cette montée en compétences des professionnels pour accompagner au mieux l'évolution des missions des publics. Autre enjeu, et donc celle le disant en introduction, c'est cette recherche d'équilibre permanent entre, d'un côté, les exigences de production de l'ESAT, hein, qui est bien une entreprise à faire tourner, et les missions d'accompagnement médico-social, et bien sûr cet accompagnement individualisé des travailleurs. Donc c'est vrai que c'est revenu, ça a été un petit peu tout au long de cette étude, cette double dimension médico-sociale, économique, qui peut aussi constituer un frein au décloisonnement des parcours professionnels, hein. En disant effectivement le milieu ordinaire va peut-être aussi encourager le départ plutôt de travailleurs autonomes, mais qui du coup vont manquer au sein de l'ESAT, puisqu'ils sont là aussi pour apporter bien sûr une activité au sein de l'ESAT. Donc il y a toujours cette dimension, cette tension entre exigence de production et accompagnement médico-social. En tout cas, l'enjeu est toujours à avoir en tête de pouvoir préserver justement la qualité de l'accompagnement et la qualité de au travail, à la fois des travailleurs, mais aussi des salariés. Et donc, pour terminer sur les enjeux, donc deux facteurs externes, mais qui sont finalement déterminants pour permettre un parcours en ESAT et dans le milieu ordinaire de travail. Donc, c'est la mobilité. Donc, effectivement, je disais, on a fait une enquête vraiment spécifique auprès des ESAT sur cette question de la mobilité, et on l'a vu qui vraiment constitue un frein majeur pour les personnes, pour aller réaliser des stages, pour intégrer le milieu ordinaire quand on n'est pas, quand les personnes ne disposent pas ni du permis ni de véhicule, quand elles n'ont pas aussi la capacité d'utiliser seules les transports en commun. Donc, ça peut être vraiment un frein et ça peut être limitant. Et puis, on avait pu aussi pointer le fait que pour les ESAT qui étaient en milieu rural notamment, qui sont fortement impactés sur le plan financier, puisque c'est bien, c'est à eux de mettre en place des moyens pour permettre le transport des travailleurs. Et du coup, ça impacte bien sûr sur leur budget. En tout cas, on a pu pointer un certain nombre d'initiatives qui sont mises en place, comme du transport qui est organisé, du transport en commun, de l'aide au permis pour les travailleurs, des partenariats avec les auto-écoles, en tout cas tout ça pour pouvoir favoriser la mobilité de ces travailleurs et du coup, bien sûr, participer à l'évolution de leur parcours professionnel.
concernant la question de l'hébergement qu'on a pu aussi interroger. Donc là, on a pu pointer des situations contrastées sur les territoires, notamment sur la question d'un accès au logement, voilà, logement autonome pour les travailleurs, des difficultés d'accès au logement de droit commun qu'on a pu identifier. En tout cas, on voit effectivement une évolution, hein, des foyers d'hébergement qui vont vers des solutions aujourd'hui de logement diffus ou inclusif, hein, afin de favoriser l'autonomie et l'inclusion sociale. Et puis, on a pu aussi identifier à travers cette étude un développement progressif, hein, des partenariats, notamment avec les bailleurs sociaux, voilà, qui peut aussi constituer une réponse pour les travailleurs. Et effectivement, on se disait que ce serait intéressant de pouvoir mener une étude spécifique, hein, sur cette question de l'hébergement des travailleurs en ESAT. Là, voilà, je vous ai juste mis, mais vous le retrouverez dans le diaporama. Voilà, c'est ce qu'on appelle des verbatim, un témoignage des travailleurs voilà, qu'on a pu interroger, et puis des professionnels voilà, qui montrent effectivement comment on travaille ces parcours, comment on les sécurise, voilà, pour accompagner ceux qui souhaitent vers le milieu ordinaire et ceux, voilà, donc ce n'est pas le projet, de leur permettre de monter en compétences, de répondre à leurs projets au sein de l'ESAT. Et pour conclure, effectivement, voilà, maintenant je me suis repenchée dans cette étude et à travers voilà, le prisme de la question de la QVCT, on voit bien finalement que la QVCT en ESAT, vraiment, elle s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique profonde de transformation. On l'a vu, hein, qui est marquée par l'évolution des missions, des activités des ESAT, aussi des publics qui sont accompagnés. On voit bien voilà, que les ESAT doivent composer avec des tensions structurelles entre les exigences d'un côté productif et d'un autre côté leur mission d'accompagnement médico-social. Donc, tous ces éléments peuvent avoir effectivement une influence sur la qualité de vie au travail des travailleurs, voilà, mais aussi des professionnels. On voit bien le levier central, hein, qui est de pouvoir adapter les organisations, les pratiques professionnelles et les compétences des équipes, hein, justement pour préserver les dimensions de santé, de santé au travail et l'efficacité de l'accompagnement. La sécurisation des parcours des travailleurs d'ESAT, hein, qui repose vraiment, on l'a vu, sur une approche globale, hein, qui intègre la dimension du travail, mais pas que, mais celle aussi de la santé, de la formation, la mobilité du logement et des partenariats avec les acteurs du territoire. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. Et voilà, on voit bien donc aujourd'hui cette QVCT donc, dépasse le seul cadre des conditions de travail, puisqu'il a bien interrogé les conditions de vie, hein, des personnes, la question de l'inclusion sociale, de leur autonomie et de leur reconnaissance avant, pendant et après l'activité professionnelle. Et donc voilà, je vais conclure en disant que voilà, le développement d'écosystèmes qui vont être coordonnés, territorialisés, qui vont associer tous les acteurs, donc bien sûr les aides en premier, mais les entreprises aussi, les acteurs du soin, du médico-social, du logement, de la mobilité, de l'emploi. Donc tout ça voilà, constitue un enjeu fondamental, majeur, hein, pour essayer en tout cas de garantir des parcours sans rupture et porteurs de sens. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais arrêter le partage. Merci Sarah pour cette présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, je vais me faire porte-parole. Je vais commencer à poser les miennes, parce que j'en avais quelques-unes à l'issue de la lecture de ce rapport. Déjà, est-ce que au cours de votre étude, vous avez identifié des formes de mal-être au travail chez les travailleurs handicapés eux-mêmes, mais aussi chez les salariés qui les accompagnent? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, elle porte plus sur l'encadrement, sur l'accompagnement dans le parcours professionnel. Est-ce que, il y a une différence entre les ESAT, entre les ESAT qui peuvent avoir des encadrants ou des salariés qui sont un peu spécialisés dans ce type de parcours, dans l'accompagnement des profils un peu nouveaux, etc. Et puis les salariés et les ESAT qui n'en ont pas ces profils-là, enfin ces profils de travailleurs qui les accompagnent. Et ma dernière question, elle est plus sur les perspectives d'évolution professionnelle pour les travailleurs handicapés après l'ESAT. Est-ce qu'il y a en fait, quels sont les intérêts à sortir de l'ESAT? Quelles sont les limites aussi? Dans le rapport, il y a quand même énormément de choses qui sont hyper intéressantes sur
notamment les effets que ça peut avoir de partir de l'ESAT sur l'allocation adulte handicapé. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Et puis, sur les stigmatisations potentielles dans les milieux ordinaires. Voilà. Donc, je voudrais t'entendre là-dessus. Merci. Sur la première question, est-ce que les travailleurs et les salariés ont exprimé des formes de mal-être? Alors, on va dire pas directement, voilà. En tout cas, moi, j'ai pu effectivement repérer certaines formes de mal-être. Alors, peut-être du côté des travailleurs, donc des personnes accompagnées, peut-être un sentiment d'insécurité, en fait, face à leur parcours professionnel. Euh, et notamment justement lorsque est envisagée une sortie vers le milieu ordinaire de travail, même si effectivement c'est le projet de la personne. En tout cas, il y a cette peur quand même de quitter le cocon de l'ESAT, hein, avec les différents repères qu'ils peuvent avoir. Aussi cette crainte, hein, de perdre la sécurité de l'emploi, puisqu'effectivement, aller vers leur milieu ordinaire de travail, ça peut être aussi, potentiellement s'exposer à des périodes de chômage, des périodes sans emploi. Et puis, effectivement, il y a la question de l'incertitude sur les ressources financières. Donc, tu parlais de la hache. Ça, c'est effectivement une question, voilà, qui est revenue, une problématique qui reste aujourd'hui, un petit peu, j'allais dire, une nébuleuse, hein, voilà. La CAF devait mettre en place un simulateur justement pour permettre un calcul, voilà, des futurs revenus, voilà, des personnes. Aujourd'hui, c'est pas, voilà, c'est pas opérationnel. En tout cas, voilà, il y a toujours ces questions. Dernièrement, on a pu accompagner une PA, une plateforme emploi accompagnée, sur un projet, et est revenu aussi, voilà, cette question, voilà, si un travailleur d'ESAT sort de l'ESAT et va travailler en milieu ordinaire, quid de la question, voilà, des ressources financières, est-ce qu'il y aura une baisse de la hache, voilà. En tout cas, pour eux, ça représente un frein pour aller dans le milieu ordinaire de travail. Du côté, oui, des travailleurs, peut-être aussi, je l'évoquais, un mal-être qui est lié aux conditions de travail périphériques, hein, sur la question de la mobilité, bien sûr. Voilà, quand les personnes n'ont pas le permis, n'ont pas de véhicule, il n'y a pas de transport, voilà, existant sur le territoire. La question aussi de l'éloignement, bien sûr, domicile-travail, hein, ça peut être aussi, voilà, de mal-être. Et puis, peut-être aussi, pour revenir sur le milieu ordinaire, un peu une ambivalence vis-à-vis du milieu ordinaire qui peuvent percevoir comme un milieu plus exigeant, plus stigmatisant aussi, voilà, et qui peut être aussi peu protecteur, justement, euh, quand la personne rencontre des difficultés d'ordre, de santé. Voilà, donc ça, c'est un petit peu peut-être les choses que j'ai pu percevoir. Du côté, cette fois, des salariés, oui, alors aussi des formes de mal-être. Alors, hum, qui peut-être déjà, j'allais dire peut-être une surcharge émotionnelle et professionnelle, notamment du fait d'accompagner des personnes qui présentent, entre autres, des troubles, voilà, psychiques, psychiatriques. Comment on gère, voilà, ces situations de crise, de décompensation. Euh, Certains, on l'a vu, ont des missions, voilà, qui vont pouvoir déborder le cadre initial de leur poste, parce qu'il y a un besoin à un moment donné d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement et d'accompagner ces personnes avec des troubles. Alors oui, c'est aussi peut-être un mal-être qui s'est manifesté quand ils ont parlé du manque de moyens qu'il pouvait y avoir aussi, hein, dans les ESAT, manque de formation, d'effectifs, donc ça, effectivement, c'est revenu. Et puis, je disais aussi cette tension finalement qui est assez forte entre, voilà, l'exigence de production des ESAT et cette dimension d'accompagnement qui est comme aussi le cœur des missions des salariés des ESAT. Voilà, avec cette nécessité de faire tourner les ESAT, mais en même temps, je suis là aussi pour accompagner les personnes, mais je n'ai pas forcément le temps nécessaire. Donc voilà, il y a aussi cette forme de mal-être qui peut se manifester. Ça, c'était la première question. La deuxième, c'était plus sur l'accompagnement, c'est ça, sur les possibilités. Oui, j'avais identifié dans le rapport qu'il y avait comme des chargés d'insertion dans, Tout à fait, oui. dans certaines Oui. structures. Et est-ce que voilà, ça fait des disparités entre les ESAT? Mm. Effectivement, donc le plan de transformation prévoit qu'il y ait des référents insertion au sein des ESAT, notamment pour accompagner donc les personnes qui souhaitent aller
dans le milieu ordinaire de travail, donc leur permettre un accompagnement pour préparer effectivement ce projet, et puis sur la durée, hein, puisqu'elles peuvent aussi accompagner ces personnes pendant 3 ans via ce qu'on appelle les conventions d'appui. Au moment où on a fait l'étude, certains des actes avaient déjà un référent insertion, soit une personne effectivement qui était déjà en poste et qui est montée voilà, en compétences, voilà, qui a pu avoir ce poste. Certains ont fait des recrutements externes et d'autres ESAT n'avaient pas de référent insertion voilà, à ce moment-là. Donc, c'était notamment les chefs d'atelier, moniteurs d'atelier qui jouaient ce rôle. Donc, c'est compliqué aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas le recul encore nécessaire à cette époque pour voilà, voir s'il y avait des différences ou pas. En tout cas, ça pouvait être pointé, ce manque de référent insertion pouvait être pointé dans certains établissements. Mais on voit effectivement tout le travail qu'ils peuvent faire d'accompagnement pour voilà, vraiment personnaliser, adapter l'accompagnement des personnes, le parcours, et leur permettre, effectivement, il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui existent pour permettre petit à petit la rencontre entre le travailleur des actes et le milieu ordinaire. Donc, il y a les DUOD qui existent, les PMSMP, la prestation, la mise à disposition. En tout cas, voilà, les référents d'insertion sont là pour accompagner ces personnes, notamment vers le milieu ordinaire de travail. Et sur la dernière question, je m'étais sur plutôt intérêt, limite finalement, d'aller vers le milieu ordinaire. Alors, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, peut-être en termes de limite, mais bon, à creuser, c'est cette question de l'impact financier, mais qui est aussi mal maîtrisé aujourd'hui, en tout cas, avec peut-être une baisse possible de l'AAH. Ce qui est revenu aussi, c'est de la part des travailleurs, ce que je vais pouvoir tenir, moi, en milieu ordinaire de travail, voilà, en termes de fatigue, voilà, est-ce que je vais pouvoir tenir sur un rythme. La question de la stigmatisation aussi, qui peut être encore présente. Est revenue aussi la question de la complexité administrative, avec le fait de s'inscrire voilà, aujourd'hui à France Travail, etc. Ça pouvait être aussi un frein. Mais en termes d'intérêt, il y en a effectivement, c'est la valorisation des compétences du travailleur d'ESA. Donc, je pense à un travailleur voilà, qu'on a pu rencontrer, en fait, qui a fait sa scolarisation en milieu ordinaire, et qui avait voulu intégrer le milieu ordinaire de travail. En fait, ça avait été très compliqué, une expérience très douloureuse, donc qui était passé par les AT, qui lui avait permis en fait déjà de reprendre confiance en lui, d'acquérir un certain nombre de compétences socles. Et aujourd'hui, en fait, il a intégré le milieu ordinaire de travail. Il est salarié dans une entreprise, et il a un poste voilà, qui correspond en fait à son projet professionnel. En fait, c'est les actes qu'il a accompagnés. Voilà, donc aujourd'hui, il a accédé à un statut de salarié de droit commun. Et il a un parcours, aujourd'hui, il est en CDI dans cette entreprise. Mais ce qu'il me disait, ce qu'il a apprécié, c'est d'avoir effectivement, pendant 3 ans, cette possibilité d'être toujours accompagné par les AT. Pour lui, c'était quand même rassurant, en fait, d'avoir, pendant ces 3 ans, cette possibilité de revenir vers les AT, vers ses référents, en cas de besoin. En tout cas, pour lui, c'était très, très sécurisant. Voilà, je ne sais pas si ça répond aux questions. Ça répond tout à fait à mes questions. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Du coup, je vous propose de faire une petite pause active avec Julien. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va faire ça très rapide. Donc, je vous propose d'abord, alors évidemment, cette pause active, elle est à disposition de tout le monde, mais vous n'êtes pas obligé de vous en emparer. Si vous avez quelques pathologies ou ALD, n'hésitez juste pas à vous lever puis à regarder par la fenêtre, juste pour déshabituer son regard de l'écran en regardant à un point le plus loin de vous. Voilà. Donc, soit vous pouvez vous lever, soit vous restez assis, c'est comme vous le souhaitez. Donc, on va commencer tranquillement en travaillant sur le cou. Donc, je vous propose, je vais me lever, moi, du coup, j'espère que vous allez toujours m'entendre correctement. Hop là. Donc, je vais vous proposer de
essayez le plus possible de coller votre oreille droite sur votre épaule droite. Voilà, tout en respirant tranquillement. Ensuite, vous allez remettre votre tête à gauche. Et vous allez faire la même chose en essayant de coller votre oreille gauche sur votre épaule gauche. Parfait. Ensuite, vous allez mettre les mains derrière votre dos et vous allez croiser les mains et essayer de tirer vos doigts le plus possible pour bien détendre les épaules. Voilà, tranquillement, en respirant bien. Parfait. Ensuite, on va faire les jambes en essayant de faire tourner vos chevilles. D'abord le pied gauche, quelques secondes. Voilà, on les fait tourner lentement. Voilà. Ensuite, on va faire le pied droit. Parfait. Et ensuite, pour terminer, je vous propose de faire quelques pas et d'essayer d'aller regarder à la fenêtre et essayer de regarder le plus loin possible, donc que vous pouvez, pour essayer de trouver un détail, quelque chose que vous n'avez pas encore vu, s'il fait beau, pas beau, s'il pleut, si vous voyez quelqu'un avec un parapluie jaune, rouge, parce que là je suis à Niort et il pleut très très fort, et de bien garder quelques secondes votre regard à l'extérieur pour faire un petit peu la distance et un peu couper avec le fait de regarder un écran pendant un certain temps. Donc, n'hésitez pas à vous lever, à faire juste deux, trois pas pour aller à la fenêtre et regarder. Et puis, on revient dans quelques secondes. Et hop. Et donc, je vous propose maintenant de vous rasseoir et d'écouter la suite des événements. À toi, Estelle. Merci beaucoup, Julien. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça en webinaire, mais je pense qu'il faut qu'on l'apprenne, cette habitude. Armand, je te laisse la parole pour présenter ce que l'ARACT propose en termes d'accompagnement autour de la QVCT. Oui, après cette séquence pour lutter contre la sédentarité, du coup, l'idée, c'est effectivement d'en profiter euh, pour passer des messages pour promotion santé. L'idée, c'est maintenant d'avoir une séquence sur la démarche et les étapes de la QVCT. Pour ça, pas de recette miracle, mais du coup, c'est l'occasion d'évoquer des outils que j'ai évoqués tout à l'heure sans les présenter, mais du coup, il y a un guide national en complément de celui qui a été réalisé par l'HAS avec notre appui. Il y a un guide national qui a été réalisé en 2021 avec la Direction générale de la cohésion sociale qui permet aux établissements qui nous écoutent de retrouver des repères et des outils que vous pourriez utiliser dans le déploiement d'une démarche d'amélioration des conditions de travail. Et du coup, le support qui sera mis à votre disposition permettra
d'accéder avec des liens. Et puis un autre outil développé par l'ANACT, dont les ZAD du Creuset va témoigner, c'est les essentiels QVT, qui est un outil pour participer à la discussion sur l'état des lieux, sur le travail et sur les sujets prioritaires à améliorer dans une logique de démarche de structuration de la démarche de qualité de vie et des conditions de travail. Et du coup, c'est l'occasion de passer le relais à Nathalie, à Thibaut et à Leïa, que je remercie déjà d'avoir accepté de témoigner. Ils sont tous les trois à l'ETSAT du Crosier dans l'Allier. Du coup, enfin, Nathalie avait participé à une formation pilotée et piloter une démarche de qualité de vie et des conditions de travail. Espérer un appui euh, en local pour l'accompagner dans sa démarche, ça ne s'est pas fait et engager la démarche en faisant une occasion d'associer les travailleurs des AT et puis en faisant une occasion de travailler aussi sur la question des parcours avec Thibaut qui est facilitateur de parcours inclusif qui a été associé à cette démarche-là et à son déploiement. Je vous passe la parole, je vous laisse nous faire part de comment vous y êtes pris, d'où vous en êtes. Et puis il y aura une phase de questions-réponses après ce temps-là. Vous hésitez pas, pour les auditeurs, vous n'hésitez pas à utiliser le petit onglet questions-réponses qui servira aussi à pouvoir interpeller Nathalie, Thibaut et Leïa après ce temps-là, si vous le souhaitez. Et À bonjour vous, Nathalie. à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, on va partager notre écran, si on peut. Attendez. Est-ce que vous voyez notre écran? Oui. C'est bon? Très bien. Donc, tout d'abord, on voulait vous remercier de nous laisser l'opportunité de présenter notre projet. Donc, on a pu présenter aux Rencontres nationales handicap en novembre dernier qui se trouvait à Clermont. Donc, moi, je suis Thibaut Montarlot, je suis facilitateur de parcours inclusif depuis bientôt 4 ans pour les ZAD de Creusier. Donc, j'ai commencé ma carrière en moniteur d'atelier espace vert en 2018. Aujourd'hui, donc, j'accompagne les usagers qui souhaitent intégrer le monde ordinaire de travail, par différents biais, que ce soit des PMSMP, des contrats de mise à disposition, des contrats de prestation de services, mais également des contrats de droit commun. Donc, ça représente environ une trentaine de personnes accompagnées. J'ai aussi un volet maintien dans l'emploi où on accompagne 4 usagers en CDI à temps partiel et en fin d'année dernière, on a un usager qui a signé un contrat en apprentissage dans le secteur de la boucherie. Récemment, on a passé le relais à l'emploi accompagné suite aux 3 ans de convention d'appui. Donc c'est pareil, c'était une expérience intéressante. Et donc voilà, mes missions finalement, c'est l'intermédiation entre les usagers et les différents partenaires. Donc je vais laisser la parole à Nathalie pour qu'elle puisse se présenter également. Donc, Nathalie Pasquier, je suis donc référente qualité, sécurité et environnement sur le site de Creusier et le Neuf, mais pas que. Donc, nous avons 3 ESAT, je vous expliquerai un peu plus tard. Et je fais partie, la partie médico-sociale, je le suis sur les 3 ESAT. Donc, on est en plein dans les évaluations et je travaille avec les 3 ESAT sur ce sujet. Donc, voilà. Et moi, je m'appelle Léa, je suis à l'ESAT depuis 3 ans et demi en atelier cuisine. Donc, ça consiste à faire à manger pour mes collègues ouvriers. Mon livre aussi une école, on fait aussi des buffets. Et il y a la poste qui vient manger de temps en temps. Alors, pour mieux comprendre notre contexte de notre environnement, donc Thibaut va vous présenter. Donc l'association Sagesse, donc elle comporte 39 établissements, 860 salariés, 1900 personnes accompagnées. L'ESAT est rattaché à la plateforme travail de cette association, donc qui est composée de 2 entreprises adaptées. Donc ABB, c'est une PME dans le domaine de la métallurgie et Visa pour entreprise, c'est dans le domaine de la plasturgie.
La plateforme de travail est également composée donc de 3 ESAT. Aujourd'hui, donc on va vous présenter la démarche qui a eu lieu sur Vichy, donc à proximité, donc dans l'Allier. Aujourd'hui, on accompagne environ 160 usagers en équivalent temps plein dans différents secteurs d'activité comme la sous-traitance industrielle, les espaces verts, la maroquinerie, la métallerie, la cuisine. Donc, la typologie de handicap la plus représentative donc, à l'échelle de notre établissement, c'est la déficience intellectuelle. Sur site, nous disposons d'un service formation qui permet de travailler autour des acquis de base tels que le français, les mathématiques, l'informatique. Les usagers ont aussi la possibilité de se former au code de la route le jeudi matin et nous avons fait l'acquisition il y a plusieurs années d'une voiture sans permis double commande. Voilà, je rejoins un petit peu l'intervention d'avant qui met en lumière le fait d'avoir de la mobilité pour ouvrir le champ des possibles des usagers. Et nous, on a souhaité vraiment travailler de manière concrète ce volet-là. Pour tout ce qui est formation externe, on passe par un OPCO, donc pour des formations dites plus professionnelles ou des CACES, ce genre de choses. Nous avons aussi de manière ponctuelle la présence d'une psychologue, d'une psychiatre et également d'une assistante sociale. Alors, pour partager aujourd'hui le travail que nous avons engagé autour de la QVCT, on va vous expliquer d'abord le contexte, pourquoi on est parti sur ce travail, notre rencontre avec l'ANACT et le projet qui a commencé par un diagnostic. Et suite à ce diagnostic, nous avons fait une évaluation, enfin, nous avons fait, Léa et son équipe ont fait une évaluation pour pouvoir confirmer notre diagnostic. Suite à ça, donc les actes de travail. Et après, maintenant, nous sommes dans la partie expérimentation. On a un axe de travail qu'on travaille, qu'on a pris au travail. Vous aurez aussi donc le retour de Léa qui va vous expliquer un peu comment elle a vécu tout ça. Et on fera une conclusion. Alors, comme ça a été dit au début de cette vision, la réglementation, elle évolue très, très vite. Hein. Donc, nous, on a une démarche qualité depuis plusieurs années. Hein. Nous avons une démarche RSE aussi avec un objectif de labellisation en 2026-2027. Hein. Nous sommes en pleine évaluation. Nous avons fait nos 3 évaluations et maintenant, nous envoyons notre plan d'action. Et sur le plan de transformation des ESAT, avec les 4 axes prioritaires, dont les droits des personnes, il y a osé à mettre en place l'instance mixte. L'instance mixte, c'est une instance où on doit aborder les risques professionnels, mais aussi la QVT. Alors, ça me concernait directement, étant référente, j'étais membre direct dans l'instance mixte. Pour la partie évaluation des risques, c'était quelque chose que je fais depuis longtemps avec eux. Je passe dans tous les ateliers, ils participent à cette évaluation des risques. Il me restait à présenter au niveau de l'instance mixte ce document, qui est quand même pas toujours facile à expliquer. Et voilà, mais on s'adapte et on évolue encore pour la présentation de ce document unique. Il me restait donc à trouver des solutions pour aborder la partie QVT. C'est des choses qui sont abordées avec les salariés, mais avec les usagers, c'était une question qui n'était pas du tout abordée jusqu'ici. Et pour m'aider, j'ai voulu aller en formation. Donc, j'ai choisi l'ANACT par rapport à ça, le droit commun. Hein, donc, l'ANACT qui concerne les salariés. Je suis partie à Lyon 2 jours en 2024. Ce qui m'a permis de voir la QVCT, donc on ne parle plus de QVT, mais la QVCT, complètement différemment. Bon, au départ, moi, j'étais partie en me disant, eh bien, il faut que je trouve un questionnaire qui soit adapté, on mettra un plan d'action, et puis voilà, on va faire notre travail sur la QVCT au niveau de l'instance mixte, on présentera ce questionnaire, ce résultat, ce plan d'action, et ainsi de suite. Mais voilà, c'est pas du tout ce que l'ANACT nous a présenté, et tant mieux, hein, c'est une autre façon de voir la QVCT. Et cette méthode, eh bien, c'est plutôt donner la parole, faire participer tout le monde autour du travail, de ce que l'on vit au quotidien au travail,
que ce soit pour les salariés ou pour les usagers. Donc là, quand je suis revenue bien motivée, je vais voir le directeur, Monsieur Bouteiller de l'ESAT, le directeur, et je lui en parle. Donc, bien sûr, donner la parole à chacun, et bien, ça nous a fait tout de suite le lien avec l'autodétermination. Bon, c'était pas gagné. On a essayé de réfléchir comment le mettre en place. Mais bon, pour se lancer, on a donc déployé la démarche au niveau des salariés dans un premier temps. Ça a permis de faire connaître l'approche à mes collègues. Et puis, après, voilà, ma première question était, pour l'instant, SMIC, je fais comment, moi, avec les ouvriers? Et donc, j'en ai échangé avec mes collègues. Et cette démarche a intéressé Thibault, qui a donc voulu réfléchir avec moi comment on pouvait les intégrer dans cette démarche, comme on avait fait avec le groupe, avec les salariés, comment nous pouvions mettre en place tout ça, mais avec les ouvriers. Alors avec Thibault, donc, on a essayé de réfléchir et on a refait appel à notre formateur Pascal Héret de l'ANACT, qui est venu sur le site parce que lui aussi, hein, c'est pareil, l'ANACT au départ, ces outils sont faits pour les salariés et le côté usager n'avait pas du tout été intégré à cette manière-là. L'ANACT a voulu nous accompagner, mais faute de financement, eh bien, le projet il est resté en attente. On attend toujours d'ailleurs. Mais j'avais fait la formation, je trouvais ça dommage de ne pas prendre les choses en main tout de suite, parce qu'une formation, si on n'utilise pas tout de suite, eh bien, ça tombe à l'eau. Et avec Thibault qui m'a suivi, eh bien, on s'est lancé. Donc, moi, au cours de l'année 2024, j'ai suivi une formation de chargé de projet handicap, travail et inclusion, donc dans l'école Océlia à Lyon. Il y avait 3 blocs de compétences dans cette formation. Le premier était en lien avec l'accompagnement de travailleurs en situation de handicap. Le deuxième était en lien avec l'intermédiation avec les entreprises. Et le dernier concernait la conception de projets. Donc, c'est pour ça que je me suis rapproché de Nathalie pour travailler cette thématique. Donc, il y a un peu une construction un peu hybride entre les référentiels de l'ANACT, comment mettre en place une approche QVCT et les apports plus théoriques que j'ai pu suivre pendant ma formation. Donc, l'enjeu, ça a été vraiment d'établir un diagnostic comme point de départ. Donc, nous, on a un groupe de parole sur l'établissement qui est composé de 12 usagers qui sont élus au sein de leur atelier. Donc, le but, c'était d'avoir un retour diversifié et représentatif des réalités de terrain. Donc, on a utilisé, dans un premier temps, on a redéfini les termes ensemble. Voilà, qu'est-ce que c'est, selon vous, la qualité de vie? Qu'est-ce que vous entendez aussi par conditions de travail? Donc, on est vraiment venu échanger là-dessus. Et ensuite, on a utilisé donc le jeu Les Essentiels QVCT. Donc, c'est un jeu composé de 31 cartes. J'en ai pris quelques-unes, voilà, telles que l'intégration des nouveaux embauchés, l'outil d'information et de communication, les locaux, l'outil et matériel mis à disposition. Et en fait, donc, ce jeu recoupe les 6 thématiques QVCT, telles que la relation au travail, le climat social, le contenu du travail, la santé au travail, les compétences et parcours professionnels, l'égalité professionnelle pour tous et le management participatif et engagement. Donc, nous, on a composé donc 3 groupes de 4 personnes où ils ont pu échanger par rapport à toutes les cartes. Et l'enjeu, c'était qu'ils viennent nous dire si les actions en place en lien avec la carte étaient existantes et satisfaisantes, existantes mais améliorées, inexistantes mais souhaitées ou inexistantes et non souhaitées. Donc, comme vous pouvez le voir en bas à droite de notre slide, donc là, il y a une grille d'inventaire. Pareil, qui est un référentiel de l'ANACT, où on leur a demandé de venir annoter en fonction des cartes leurs ressentis, leurs pistes d'amélioration. Et l'enjeu, c'était vraiment de leur laisser la possibilité d'exprimer leur vécu, d'analyser les situations, de faire des propositions concrètes
Et voilà, pour favoriser leur engagement et puis aussi favoriser leur sentiment d'utilité. Parce que je pense que les plus à même de parler du travail dans les ateliers, ça reste quand même les personnes qui sont concernées au quotidien et pas seulement leurs moniteurs. Donc l'enjeu a été vraiment là. Petit retour au niveau de l'outil. Euh, L'outil serait à améliorer pour qu'il soit plus accessible pour les usagers, parce qu'on est quand même sur un jargon plus industriel. Et nous, dans le médico-social, on est voilà, sur un jargon très spécifique aussi. Donc je pense que c'est un outil qui est très très bien, mais qui mériterait d'être réadapté pour le public qu'on accompagne, pour qu'il soit vraiment plus opérationnel. Suite au diagnostic, donc on a réalisé une évaluation, ce qui nous a permis de venir vérifier si les éléments qui sont ressortis étaient bien la réalité du terrain. Et ça nous a permis aussi de faire ressortir tout un tas d'indicateurs et de faire une photo à un instant T. Donc je vais laisser la parole à Léa qui va vous expliquer un petit peu comment s'est passée cette partie évaluation, parce que c'est elle qui l'a menée. Je te laisse la parole, Léa. Alors, j'ai réalisé ce questionnaire à 50 de mes collègues de manière anonyme, un par un. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ils connaissaient pas leurs droits, ils connaissaient pas l'acronyme ESAT, ils connaissaient pas le rôle des élus. Et donc voilà. Et après, j'ai enregistré toutes les réponses sur un logiciel qui s'appelle Agéral. Alors, suite à cet état des lieux et puis cette confirmation avec le travail qu'a effectué Eléa auprès de ses collègues, eh bien, nous avons identifié par rapport aux 31 questions que nous avons posées, 62% d'axes existants mais améliorés, 31% d'axes existants et satisfaisants. Et avec tous les commentaires, nous avions à peu près 30 pistes de travail. Donc, ça faisait un peu beaucoup. Alors, avec ce même groupe, on a souhaité cibler 4 axes de travail pour pouvoir agir et trouver 4 objectifs qui soient réalisables et importants. Donc, sur le thème égalité au travail et plus précisément sur la question sur l'existence d'un dispositif de prévention des violences verbales, sexistes et sexuelles, tous les groupes ont estimé que ce dispositif était inexistant mais souhaité. Alors, depuis, nous avons interpellé notre service formation que nous avons chez nous. Nous avons cette chance-là. Et ils ont mis en place une formation sur ce sujet et ils l'ont déployée au niveau de la plateforme travail. Donc, on avait travaillé au niveau des ADE Creusuer, mais ce qui a permis de déployer cette formation au niveau de la plateforme travail. Effectivement, on constate que lors de tout ce travail, avec ces groupes, on s'est rendu compte que le projet de l'établissement, puis les informations qui sont importantes autour de la vie de l'établissement ne sont pas forcément connues. Pourtant, on les aborde en CVS, il y a des comptes rendus qui sont affichés, ils sont lus dans les ateliers, mais ça nous donne un autre point aussi, c'est qu'il faut qu'on améliore la visibilité des informations. Donc voilà, c'est 2 grands chantiers qu'il va falloir mettre en place, importants. Et pour une petite information, ça a été aussi ressorti au niveau des évaluations. Ce qui nous a semblé important avec les évolutions de la réglementation, avec l'évolution du plan de transformation des ESAT, les ouvriers sont entre eux, le droit commun, le milieu ordinaire, les actes, ils sont entre médico-social et le code le code du travail. Il nous semblait important qu'on fasse quelque chose autour des droits parce que c'est pas facile. Déjà connaître les droits en tant qu'usagers et maintenant ils doivent connaître leurs droits en tant que salariés. Et voilà. Donc on a commencé ce chantier, on a mis en route ce chantier qui nous semblait prioritaire. Et Thibaut est donc pilote de cette action et il va vous expliquer où nous en sommes. Bien sûr, nous avons encore beaucoup de travail sur ce sujet, mais et puis on utilise la méthode ANACT pour poursuivre et on a encore un peu de temps pour savoir si ça va se mettre en place et tout et si ça va être pérennisé.
Donc là, exactement, nous sommes sur une phase d'expérimentation relative au droit. Donc notre réflexion, ça a été finalement comment faire en sorte qu'ils soient pleinement acteurs d'un service s'ils connaissent pas ou peu leurs droits, mais seulement leurs devoirs. Donc là, on a une construction qui est un petit peu hybride en termes de groupe où on a donc 4 usagers, un encadrant, un membre de la direction, la responsable de la service formation et un chargé de projet, donc moi-même. Voilà, où il y a des interventions où ça permet d'avoir des regards croisés. Donc, comme point de départ, on a pris donc la Déclaration universelle des droits de l'homme pour voilà échanger avec eux. Ensuite, on est venu aborder voilà la loi de 2002, la loi de 2005, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, le plan de transfo des ESAT, les nouveaux droits voilà depuis 2020, janvier 2024. On est venu également faire un petit peu des comparatifs entre le code de l'action sociale et des familles, le code du travail. Le but, c'est pas de leur donner une liste exhaustive de droits, mais qu'ils soient en capacité de venir les mobiliser quand c'est nécessaire. Donc ils avaient chacun voilà, un porte-vue pour prendre des notes. On leur a fait faire aussi des recherches plus personnelles. Et puis l'enjeu, c'était aussi d'apporter un côté ludique à cette thématique qui est quand même loin d'être simple au vu du public qu'on accompagne. Donc il y a énormément de reformulations, voilà, d'une semaine sur l'autre. Voilà, la réalité de terrain, c'est qu'il faut beaucoup reprendre. Donc on a essayé d'adapter les supports où on a utilisé des vidéos, on a utilisé des jeux, on a essayé voilà, de faire en sorte que ce soit le plus accessible. L'objectif final, c'est que le groupe de 4 usagers qui est composé de cette expérimentation soit en capacité de venir présenter aux autres usagers de l'établissement une séquence de formation en lien avec les droits, donc en qualité donc, d'usager des AT, mais également plus largement en tant que citoyen à part entière et aussi comme usager pouvant être dans le monde ordinaire de travail. Donc, on a fait une dizaine de réunions et on continue encore aujourd'hui. Alors, pour conclure, au départ, nous pensions à l'autodétermination comme levier de la mise en place de la QVCT, mais ce travail a montré aussi l'inverse. C'est en déployant la QVCT, en créant des espaces de parole et de coopération, que l'autodétermination se révèle, excusez-moi. Les usagers découvrent leur pouvoir d'agir, comprennent confiance, développent leur autonomie et leur capacité à s'autoréguler. La QVCT devient un outil de transformation. Il fait grandir chacun, valorise la grande connaissance et permet de renforcer la performance collective, humaine et économique. En somme, cette démarche transforme nos pratiques, nos relations et notre regard sur le travail. Le pouvoir d'agir n'est pas une question individuelle, mais une construction collective. Donc voilà, on est au début d'une expérience et on souhaite fortement la poursuivre. On s'y tient, on a planifié tout ça et voilà. Notre première expérimentation, on souhaite la mettre en route à partir de 2027, que chaque ouvrier formé puisse aller dans les ateliers expliquer les droits eux-mêmes. Donc voilà notre première expérience QVCT avec l'outil Les Essentiels de la date. Merci pour votre attention et merci à Thibaut et Léa qui sont bien présents pour nous accompagner dans cette démarche. Merci à tous les trois pour votre témoignage. Voilà, l'intérêt du webinaire, c'est aussi que on peut faire témoigner des gens qui ne sont pas en proximité et qui ne sont pas dans la région, mais qui pour autant sont engagés dans le déploiement de démarches de qualité de vie et des conditions de travail. Je n'ai pas vu de question. Enfin, s'il y avait une question, mais je ne sais pas si elle s'adressait à vous plus largement tout à l'heure là sur pourquoi en ESAT les travailleurs ont si peu de temps partiel adapté. Je ne sais pas s'il y en a à l'ESAT du Creusier du coup, et si vous pouvez illustrer là-dessus sur l'aménagement du temps de travail. Je ne sais pas si c'était identifié comme quelque chose déjà en place et déjà satisfaisant ou si. On
a un TP de 160, mais on arrive quasiment à 180 personnes en situation de handicap qu'on accompagne tous les jours, ce qui représente bien le fait qu'on a des temps partiels très souvent et parce qu'effectivement, on a des profils plutôt psychiques où on a aussi de l'absentéisme et il faut compenser pour être dans les clous. Et il y a aussi les CDD que l'on a à l'extérieur. On a plein de choses qui fait que on a beaucoup de temps partiel, effectivement. Et on ajuste en fonction de ça. Vous voyez, entre 160 TP où on a un agrément et on arrive presque à 180 personnes que nous accueillons. Tu as quelque chose à ajouter, Thibaut? Non, non, après, je pense que ça dépend aussi des ESAT en fonction de la disponibilité. Voilà, le temps partiel adapté aux besoins, ça reste, je pense, quelque chose d'essentiel quand on accompagne quelqu'un, de répondre à ses besoins. Et si aujourd'hui c'est du temps partiel, l'enjeu c'est de réussir à y répondre. Enfin, ça va dépendre des établissements. En tout cas, merci pour votre témoignage qui permet d'illustrer voilà, que une démarche de qualité de vie au travail, ça nécessite de s'appuyer sur l'expression de ceux qui font le travail, des différents profils, de s'appuyer sur l'organisation, les espaces qui existent déjà. Vous avez parlé du comité mixte et du coup, il n'y a pas forcément à révolutionner le fonctionnement de la structure, mais plutôt à s'appuyer sur ce qui existe déjà pour déployer d'autres modalités, qu'il y a des outils qui peuvent être utilisés, mais qui sont pas toujours adaptés ou qui nécessiteraient d'être adaptés pour travailler sur l'état des lieux et sur les sujets prioritaires. Malgré tout, vous avez pu en identifier. Et ça a été l'occasion de travailler pour chacun au développement de l'autonomie et de la capacité à conduire cette démarche-là, chacun avec sa place. Ça s'inscrit dans un temps qui est quand même long. On n'est pas sur du traitement de crise ou de la gestion de crise. Quand on s'engage dans une démarche de qualité de vie au travail, on est bien sur des choses qui vont amener à faire évoluer progressivement et en s'appuyant sur les acteurs directement. Et ça nécessite malgré tout des gens qui animent et pilotent en interne la démarche. Et vous en êtes encore les acteurs principaux. Et encore merci de votre témoignage. Je crois que la parole est à Julien maintenant, du coup. Oui. Sauf s'il y a d'autres questions, mais du coup, voilà. Juste avant de passer la parole, dire que le support que j'ai utilisé permettra de faire des liens avec les différents outils existants, mais que on s'est concentré sur le témoignage plutôt que sur le partage des outils que vous pourrez consulter par la suite. Voilà. Julien. C'est bon, merci. Alors, je vais partager mon écran à mon tour. Voilà, donc nous avons une petite présentation. Donc, moi, je vais centrer mon intervention sur un petit peu la démarche que Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine propose pour développer la promotion de la santé dans les ESAT. Une démarche qui est finalement assez proche de ce qui a été présenté précédemment et qui est, en termes de thématique, peut être complémentaire et enrichir les démarches de QVCT. Je précise en préambule que quand on parle de promotion de la santé au travail, ce n'est pas forcément de la santé au travail dans sa définition propre. C'est pas, par exemple, travailler sur les troubles musculo-squelettiques. Nous, on est plutôt sur une démarche globale qui approche d'autres thématiques que je vais vous parler plus longuement. Donc, pour rappel, comme l'a présenté de manière rapide et pertinente Estelle, Promotion Santé est financée par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine pour proposer un accompagnement, ce qu'on nous on appelle dans notre jargon un accompagnement méthodologique
aux porteurs de projets en promotion de la santé, c'est-à-dire que, en gros, n'importe quel ESAT de la région Nouvelle-Aquitaine peut venir nous voir dans nos antennes, dans nos 12 antennes, et être accueilli par un chargé de projet en faisant remonter une problématique de santé. Et nous, on va l'accompagner. Ça va de la définition de la problématique à, ça peut être choisir la bonne stratégie d'intervention. Ça peut être également trouver un intervenant. Ça peut être aussi accompagner à l'évaluation, accompagner à trouver des données, des informations qui permettraient d'enrichir le projet et de choisir encore une fois la bonne stratégie d'intervention. Ça peut être trouver des financements quand il y en a, accompagner à écrire un projet. Comme je le dis souvent, nous, on est extérieur à la structure et souvent, on a la tête dans le guidon. Et un chargé de projet elle peut être là pour relire le dossier, poser des questions, voir un petit peu les trous, se mettre un petit peu à la place de la personne qui va instruire le dossier pour un petit peu voir. Parce que quand on écrit, comme je l'ai dit, on a l'impression que tout est simple puisqu'on connaît la structure. Et souvent, pour quelqu'un d'extérieur, c'est pas forcément si simple que ça et si clair que ça. Donc nous, on est là pour aiguiller, éclairer, poser des questions qui permettent d'améliorer le dossier, qui permettent d'améliorer le projet. Et donc tout ça, on est financé par l'État pour pouvoir le faire. Donc notre temps est financé. Donc il n'y a pas besoin il n'y a pas de devis ni quoi que ce soit. On est là pour accompagner. Notre travail, c'est d'améliorer la santé de tous. Donc on y contribue en donnant ce conseil-là. Conseil qui peut porter aussi dans nos centres de ressources sur du prêt d'outils pédagogiques d'intervention. Donc, par exemple, très concrètement, un des axes sur lequel il peut être intéressant de travailler, c'est le renforcement des compétences psychosociales, c'est-à-dire développer la confiance en soi, la gestion des émotions et la communication entre les travailleurs, avec, par exemple, proposer des ateliers sur la gestion des conflits, l'expression des besoins. Donc là, vous le voyez tout de suite, atelier sur l'expression des besoins. Il peut y avoir un lien avec la démarche, les démarches qui sont faites en QVCT, pour que du coup, grâce à ces ateliers, les travailleurs se sentent bien dans leur tête, plus épanouis, en sécurité. Ça peut travailler sur, comme je l'ai dit, la confiance en soi, mais aussi la gestion des émotions. Donc là, sur par exemple ce type de questionnement, ce type de projet, on peut vous accompagner du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire quand on va jusqu'à la fin, c'est même coécrire avec vous le déroulé de séance, vous aider à choisir le bon outil, à savoir quand intervenir, combien de séances aussi pour travailler sur ces sujets-là. Et aussi, on va réfléchir, c'est un petit peu ça le travail de développement des compétences psychosociales. C'est pas que des ateliers, c'est aussi une démarche de posture et aussi une démarche de système. C'est comment on peut parfois modifier un petit peu, que ce soit le règlement de l'établissement, que ce soit un petit peu l'organisation pour développer la confiance en soi, travailler sur ce sujet-là en direction des travailleurs. Donc ça, c'est une technique qui peut être intéressante et nous, on peut vous accompagner sur ce domaine-là. Ensuite, sur un autre axe qui peut être intéressant de travailler sur lequel Promotion Santé peut vous accompagner. Alors, je vous ai donné, j'en ai cité 3, mais il peut y en avoir tout un tas d'autres. On travaille sur toutes les thématiques de santé, mais quand je dis toutes les thématiques, ça veut dire de la santé sexuelle en passant par un travail sur la gestion des écrans, sur la santé environnement. Il peut y avoir tout un tas de thématiques sur la santé dans son sens large. Donc là, pour rappel, quand je parlais de compétences psychosociales. Nous, on travaille sur un référentiel de qualité défini par Santé publique France. Et donc, on considère qu'il y a 3 grandes catégories de compétences. Les compétences cognitives, dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, puisque je vous parlais d'estime de soi, les compétences émotionnelles qui sont très présentes en milieu du travail et dans tous les milieux d'ailleurs, puisque les compétences émotionnelles, c'est comment on identifie son émotion, comment on identifie le besoin qui est lié à son émotion et
comment on apprend à l'exprimer, à réguler ses émotions et son stress de la manière la plus raisonnable possible et la plus saine possible pour favoriser le bien-être. Et derrière, il y a la grande catégorie, les compétences sociales, c'est comment on travaille sur des relations constructives, la communication de façon efficace. Donc là, notamment, vous pouvez tout de suite penser à tout ce qui est communication non violente, message-jeu et tout le tout team, et comment on travaille l'empathie pour favoriser la résolution des difficultés relationnelles qui peuvent arriver au quotidien, puis dans le milieu du travail. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie compétences psychosociales. Il peut y avoir un travail sur l'alimentation. La question de, je vous en ai parlé, l'aménagement d'un environnement physique et organisationnel pour rendre les choix simples, faciles, et aussi pour travailler sur, par exemple, la lutte contre la sédentarité. Ça peut être comment organiser une offre alimentaire de qualité à la cantine de l'ESAT quand il y en a, ou comment on peut faire en sorte que les salariés puissent avoir accès à une alimentation équilibrée et de qualité. Comment on peut travailler sur des espaces de pause apaisants. Comment on peut promouvoir l'activité physique pendant les pauses déjeuner et hors pause pour que le salarié puisse lutter contre la sédentarité, un petit peu comme on l'a fait dans le cadre de notre petite pause active. Et puis, comment, plus globalement, on peut intégrer la santé dans le règlement intérieur. J'ai un exemple en tête, c'est il y a quelques années, 2 ans, 3 ans, on a travaillé avec certains ESAT de la région sur les ESAT sans tabac. Alors, les ESAT sans tabac, comme son nom l'indique, c'est comment réduire le tabac dans les ESAT. Et en fait, on peut dire il suffit de l'interdire ou autre, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que déjà, on ne peut pas interdire à quelqu'un de fumer. Il y a la loi, il peut sortir de la structure, mais ça pose tout un tas de problèmes d'organisation. Donc, c'est comment on peut faire en sorte que la personne qui fume puisse éventuellement le faire, mais comment on peut aussi l'amener à réduire sa consommation sans la contraindre en lui proposant tout un tas de dispositifs. Donc, on a accompagné plusieurs ESAT sur ce sujet-là et on a eu des résultats plutôt intéressants en termes à la fois d'arrêt du tabac et puis d'amélioration de l'organisation. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, vous voyez, en fait, souvent, comme nous on le dit en promotion de la santé, les projets de santé ne s'arrêtent pas à des ateliers où on transmet de l'information. C'est plus un travail d'aménagement, de travail sur l'organisation, de réflexion globale qui permet à moyen et long terme d'avoir des résultats un peu plus forts, un peu plus impactants que les ateliers. Et c'est un petit peu notre rôle, Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, d'accompagner les structures qui le souhaitent pour réfléchir dans ce cadre-là. Et le dernier axe, c'est et là, c'est vraiment intéressant parce que ça rejoint les différentes présentations qui ont été faites. C'est comment on travaille sur ce que nous on appelle la santé communautaire, c'est-à-dire comment on peut faire avec les salariés et non pour les salariés. Le premier axe, très concrètement, c'est quand les professionnels relèvent une problématique de santé, peut-être que la problématique de santé, elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas pertinente, ou en tout cas les salariés trouvent que c'est pas important pour eux. Et donc la question c'est comment on fait en sorte soit de laisser tomber cette thématique, soit de réfléchir avec les salariés pour résoudre cette problématique. L'idée, comme je le mets sur ma présentation, c'est de faire avec et non pour, parce que Estelle parlait de données probantes en introduction. Il a été démontré qu'un travail avec les salariés, avec le public cible du projet, était plus impactant, à la fois en termes de participation, mais à la fois en termes de changement de comportement. Même on l'a vu par ailleurs sur des projets en entreprise, en milieu entre guillemets ordinaire, où en fait, il était par des entreprises organisées, mettaient en place des dispositifs d'amélioration
de promotion de la santé. Et en fait, ça fonctionnait pas, tout simplement parce que ils n'avaient pas posé la question à leurs salariés et les salariés ne s'en saisissaient pas. En fait, pour qu'on puisse s'en saisir d'un dispositif, il faut essayer d'inclure un maximum les bénéficiaires dans le projet, et donc ça se fait dès le début. C'est pour ça que, par exemple, on peut accompagner à la création d'un comité de santé où les travailleurs identifient eux-mêmes leurs priorités, que ça peut être sommeil, vie affective et sexuelle, travail sur les écrans, il peut y avoir tout un tas de choses. L'idée, c'est de réfléchir avec eux, puis d'avancer en fonction de leurs priorités à eux et pas à nous. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. En dernier lieu, concrètement, là, je vous ai dit, nous, on aide pour monter le projet cohérent. On a aussi, Estelle en a un petit peu parlé, un appui documentaire, donc la sélection d'outils d'intervention adaptés, qui peut être en facile à lire et à comprendre notamment, et aussi la possibilité de demander à nos documentalistes départementales de pouvoir faire une recherche avancée sur un sujet qui permette un petit peu de creuser, de regarder la littérature, de regarder les recherches, de regarder les projets éventuels qui ont été faits. Et puis par derrière, nous, on organise à peu près 2 à 3 fois par an des formations qui sont financées par l'Agence régionale de santé, qui peuvent vous aider. Donc, par exemple, la semaine dernière, en Deux-Sèvres, on a organisé une formation animer des séances en éducation pour la santé. Et donc là, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut venir pour se former, pour apprendre et ou conforter son expérience, enrichir ses pratiques sur animer des séances. Donc, il y en a à peu près dans tous les… Celle-là, elle est très souvent dans les départements. On a aussi une formation de méthodologie de projet et une formation littératie en santé. Donc, la littératie, c'est comment on traduit le message en santé pour le public et comment on apprend à traduire le message en santé pour le public. Donc là, on a tout un tas de catalogues, entre guillemets, de formations qui sont gratuites, qui sont financées par l'État. Il n'y a aucune participation de la part des AT à part les frais de DEP et les frais de bouche, et qui peuvent aussi vous aider dans votre démarche de promotion de la santé au travail. Voilà, je crois que c'est terminé. J'ai essayé d'aller vite pour pouvoir avoir des questions, puis proposer éventuellement un temps de questions globales sur un petit peu tout le webinaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je vois qu'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'on est bon? Oui, merci beaucoup, Julien. Je pense qu'il est temps de conclure le webinaire. Je tenais à Il n'y a pas de remercier. question, j'ai oublié de présenter un petit diapo, moi je suis désolé. C'est l'intervention de Julien qui m'a fait me rappeler que j'aurais dû présenter juste le fait que Nathalie a évoqué la formation à Lyon, mais du coup elle ne se produit pas que à l'ANACT la formation, et donc en Nouvelle-Aquitaine il y a un certain nombre d'actions de formation autour du pilotage d'une démarche de qualité de vie au travail ou autour de l'animation d'espaces de discussion qui sont programmés sur nos sites pour la RACT Nouvelle-Aquitaine. Et puis, soit vous en avez déjà entendu parler, soit quand vous chercherez des informations sur la qualité de vie et les conditions de travail, vous allez tomber dessus. On anime depuis plus de 15 ans maintenant, une semaine pour la qualité de vie et les conditions de travail, qui a lieu en juin. Cette année, elle sera du 15 au 19 juin, et il y a un certain nombre de ressources qui seront disponibles, soit webinaires nationaux, soit un kit pour les structures qui souhaiteraient organiser un événement en interne. Le thème de cette année, c'est autour du management du travail, et le fait que manager en soi, c'est un travail qui s'organise, avec un certain nombre de repères sur la participation des équipes et les pratiques pour faciliter cette participation à cette occasion-là. Voilà, pardon, j'aurais dû le présenter tout à l'heure après le témoignage de Nathalie, Thibaut et Laïa. Je rattrape mon raté. Désolé. Non, non, pas de problème, c'est des informations qui sont nécessaires. On va maintenant conclure le webinaire.
Alors, juste pour conclure, je vais juste vous remercier, les intervenants et intervenantes, pour vraiment la qualité de vos présentations, le respect du timing aussi. Et puis, vous remercier aussi pour les temps de préparation qu'on a pu avoir en amont, notamment Armand et Sarah. Vous retrouverez le replay du webinaire, de la vidéo, donc sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube. Et pour aller plus loin, on a fait un dossier ressources. Ma collègue Marie-Hélène Larieux, qui est documentaliste, a travaillé sur ce dossier ressources. Vous pouvez aussi le trouver sur notre site internet. Il y a le QR code qui s'affiche ici. Donc, dans ce dossier, il y a notamment des ressources de l'ANACT, des CREAI et d'autres structures, des rapports d'organismes publics, des articles scientifiques, des vidéos explicatives, etc. Voilà. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre attention et je vous dis à bientôt dans nos antennes. Avant de partir, n'oubliez pas de remplir aussi le petit questionnaire d'évaluation